Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. 1, 2, hello à tous. Ça, c'est moi qui fais mes tests avant d'enregistrer le podcast. N'importe quoi, la fille. Bon, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 74 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et ça va être un trop cool sujet aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va parler d'un de mes trucs favoris de la Terre entière, qui est la productivité. Parce qu'on peut être la personne la plus productive du monde, à un moment, il y a quand même une espèce de stress qui s'installe, de course à la productivité et de course à la performance. Et c'est très facile, je parle d'expérience, de tomber dans ce côté où il faut être productif à tous les coups, mais on se brûle un petit peu la tâche. C'est un sujet que j'adore, mais j'avais pas envie de le traiter toute seule. Et c'est pour ça que je suis allée chercher aujourd'hui un invité de marque, un invité de prestige, dont c'est même pas la spécialité. Mais genre, il respire, il mange, il boit productivité. C'est un serial entrepreneur qui a travaillé, mais j'ai l'impression, dans toutes les boîtes du monde, qui a cofondé toutes les boîtes du monde et surtout qui est l'auteur d'un des best-sellers en nombre de ventes sur Amazon. C'est le numéro 1 de sa catégorie, etc. sur le sujet de la productivité. Le livre, vous en avez très certainement déjà entendu parler. Je pense même que vous l'avez vu. C'est le livre qui s'appelle La 25e heure, les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Et notre invité du jour aujourd'hui, c'est Guillaume Declercq, l'un des 3 auteurs de ce book. Et je suis trop contente d'avoir réussi à le harponner pour qu'il vienne faire le podcast avec nous. Avant de l'accueillir, juste un petit rappel. Si l'organisation, la productivité, tout spécialement autour du business, ça vous parle, n'oubliez pas que j'ai écrit un e-book dans lequel je vous donne mes 5 stratégies d'organisation pour votre business. Et ce sont des stratégies qui sont efficaces et qui sont simples. Je ne vais pas vous demander de danser à cloche-pied en jetant des navets à travers un cercle de feu ou que sais-je. Non, c'est des trucs très simples, parfois du bon sens, mais c'est ce que j'utilise au quotidien et qui cartonne. Donc, si vous êtes intéressé pour télécharger ce e-book, le lien est dans la description. Et avant d'accueillir Guillaume, ma petite dédicace, comme toujours, j'adore saisir l'occasion de l'introduction de mes podcasts pour vous faire des petits shout-out, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est un commentaire de Anne, donc Anne qui est également une de mes coachées dans mon coaching de groupe, donc merci à elle, qui dit « Merci pour ce nouvel épisode qui me donne envie de tenter l'aventure du live ». Donc là, elle parle de l'épisode numéro 72 sur comment est-ce qu'on fait des lives sur les réseaux sociaux et comment on utilise la stratégie des lives pour développer son business. Je sens mes réticences qui tombent, la première étant « il n'y aura personne, ça va me déprimer ». Et ton argument de réutiliser ensuite la vidéo fait mouche, je ne perdrai pas du temps pour rien. Idem pour l'idée du rendez-vous régulier à suivre, avec plein de petites émoticônes et tout derrière. Et donc, merci Anne. Et je sais qu'entre-temps, Anne, elle a fait ses premiers lives, ça a bien fonctionné. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je vous vois passer à l'action suite à des astuces, des stratégies ou des process que je vous partage. Donc, bravo à toi Anne, merci pour ton commentaire, merci à tous ceux qui laissent des commentaires. J'aimerais pouvoir produire assez d'épisodes pour faire des dédicaces à chaque nouveau commentaire. Mais j'essaye vraiment de remercier chacun dès que je le peux. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'avoir votre petite dédicace et d'encourager le podcast, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles, un commentaire, et puis à très vite. Bon, allez, je vais pas tourner autour du pot, ni vous faire saliver pendant des heures et des heures. Et tout de suite, je laisse place à mon entretien avec Guillaume. Bonne écoute! Hello Guillaume, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment est-ce que tu vas? Très très bien, Aline, merci de l'invitation, je suis ravi d'être avec toi. Attends, à la bonne heure. Bon Guillaume, je t'explique comment ça se passe. J'ai pris l'habitude sur mes podcasts maintenant d'introduire moi-même mes invités. Comme ça, c'est l'occasion de te passer la pommade, de te faire mousser un petit peu. Donc assieds-toi, accroche-toi à ton bureau de fortune et ouais, kiffe le moment, laisse-toi porter. Puis après, si tu as des choses à rajouter, évidemment, je te laisserai la parole. Prêt pour ça ? Ça marche. Donc, Guillaume, je vais t'expliquer comment moi, je t'ai, entre guillemets, découvert. On m'avait toujours recommandé le livre qui s'appelle La 25e heure. Et puis un jour, je me suis dit, bon, la productivité, moi, je me considère comme productive. Puis,
Imagine-toi, j'étais dans un studio à New York au mois de mars 2019 et puis je savais pas quoi lire le soir, j'avais plus de fiction à lire. Je me suis dit, bon, bah, je vais lire ce truc-là, tu vois. Il était 23h30, dans mon petit lit et tout, je commence à lire ton truc, je me dis, mais attends, c'est pas un bouquin ça. C'était genre une espèce d'énorme boîte à outils, hyper digeste, ça c'est ce que j'ai adoré, où tu pouvais juste piocher les trucs qui te plaisent, qui te conviennent, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à prendre plus de notes que ce qu'il y a dans ton bouquin en soi. Donc je me suis dit, là, il y a un souci, c'est quoi ce bijou? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dévoré le truc, j'ai adoré. Donc tu es un des 3 auteurs de la 25e heure, qui est, on va juste le dire, numéro 1 des ventes sur Amazon dans sa catégorie. J'ai encore regardé ce matin, 250 commentaires, trop cool. Tu es un serial entrepreneur, comme on disait tout à l'heure. Donc tu as fondé Loom, qui est maintenant un de tes projets principaux, qui est une marque de vêtements durable, et j'ai envie de dire dans les 2 sens du terme, à la fois durable, respectueux de l'environnement, et durable qui dure dans le temps, qui se déchire pas, qui se déchire pas au bout de 2 lessives, ça c'est l'histoire de ma vie. Et d'ailleurs, petit jeu de piste, j'ai trouvé sur ton site internet un lien caché qui renvoie vers des gens en kilt. Et je mets au défi l'audience d'aller sur ton site internet et de trouver quel lien renvoie aux gens en kilt. Tu vois de quoi je parle? Ah oui, je le vois. C'est pas moi qui fais la blague, mais je vois de quoi tu parles. Bon courage. Ouais, c'est ça, il faut aller fouiller un petit peu. Donc, dans tes expériences passées, tu as cofondé le média, du coup, Merci Alfred, qui est un média lifestyle masculin. Tu as aussi travaillé dans un incubateur de start-up, chez My Little Paris, j'ai vu, je suis allée espionner ton LinkedIn. Et en plus de tout ça, tu es un papa entrepreneur. C'est ça. Est-ce qu'il te reste du temps pour respirer dans tes journées? Écoute, oui, en fait, en réalité, oui, parce que ces projets, je les mène pas tous de front. Heureusement, je les ai menés de façon relativement successive. Et donc, ouais, j'ai le bonheur de dire que je vais chercher ma fille tous les jours à 16h30 ou à 17h à l'école. Et que donc mes journées sont relativement courtes. En tout cas, de travail sont relativement courtes. Mais alors ça, on a l'impression que tu as trouvé un secret ultime au niveau de la productivité, de la gestion du temps. Ça a toujours été une passion chez toi? En fait, non, j'ai commencé, alors, peut-être comme pas mal de monde, au départ, après mon école, j'ai fait du conseil. Et en conseil, on te demande de bosser énormément. Et moi, la première semaine de travail en conseil, j'ai fait presque 2 nuits blanches. Tellement on m'avait demandé de choses. Et à l'époque, en fait, comme tout le monde, à l'université, on ne nous apprend pas à travailler. Et donc, j'ai juste pris les demandes et j'ai essayé de les faire du mieux que je pouvais. Et ça a duré en fait assez longtemps. Alors, j'ai pas fait des nuits blanches tout le temps, j'en ai pas fait tant que ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ou 3 ans. Quand j'étais encore en conseil, j'avais 22, 23 ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas possible et que ça pouvait pas être une vie. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur comment surmonter ça. En gros, comment ne pas prendre la charge de travail, l'exécuter bêtement, mais juste se dire, est-ce qu'il faut que j'exécute toute cette charge de travail? Est-ce qu'il ne faut pas que je choisisse mes objectifs? Et puis après, est-ce qu'il ne faut pas que j'adopte des méthodos et des outils pour bosser différemment et plus vite? Et donc, c'est ce que j'ai fait petit à petit. C'est un travail qui prend, il n'y a rien d'immédiat, mais ça prend des années. Et petit à petit, j'ai mis en place plein de méthodes juste pour parfois apprendre à dire non à mon boss, mettre un outil pour mieux gérer mes emails. Je sais pas, moi, j'ai appris à taper plus vite sur un clavier. Enfin, voilà, des choses aussi bêtes que ça, mais qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et ouais, dire que la productivité me passionne, c'est dur à dire, mais en tout cas, je trouve que c'est un outil formidable, quoi. Et les gens qui malheureusement consacrent pas de temps à ce sujet risquent d'être assez vite débordés. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Est-ce que tu arriverais à te souvenir quand tu étais dans cette situation, on va dire, je sais pas si on peut parler de post-burnout, de pré-burnout sur une semaine, mais ça a été quoi la première action que tu as mise en place quand tu t'es dit stop, il faut que j'améliore des trucs là? Ouais, il y a un moment donné, en effet, où on se sent débordé, vraiment, proche du burn-out, et on se dit, c'est plus possible. Moi, personnellement, quand ça m'est arrivé, en fait, j'avoue, c'était démissionner. Parce qu'il y avait aussi. C'était radical, mais efficace. C'était radical. Non, parce qu'il y a aussi quelque chose. Là, en l'occurrence, il me fallait vraiment une grosse rupture pour changer, pour me remettre en question et changer. Après, en fait,
ce qui est compliqué, je pense en effet, et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se sentent débordés, c'est que il y a rien qui est immédiat qui peut se faire du jour au lendemain. Et c'est un travail quand même qui est un travail sur soi qui est assez long. Et donc, on a le droit, je pense, d'être débordé pendant une ou deux journées et c'est OK. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui parce que ça peut arriver que dans l'année, parfois, tu as un énorme projet et puis tu as une date limite et puis il faut bien Cela dit, si ça arrive pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois de suite, là, c'est qu'il y a un problème. Donc là, qu'il faut vraiment totalement changer sa façon de voir les choses. Et donc, il faut mettre en place, il faut adopter un état d'esprit. On va dire, je vais investir du temps chaque jour, chaque semaine pour en gagner plus tard. Donc, je parlais d'un exemple aussi bête. Je vais apprendre à taper plus vite sur un clavier. Je vais apprendre à dire non à mon patron, ma patronne. Voilà. Cela étant dit, moi, il y a toujours une technique qui permet en tout cas, je pense quand on se sent très débordé, moi, il y a une règle que j'entends, c'est juste un petit outil qui peut être utile, c'est ce que j'appelle la règle des 2 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends ta to-do list, tu la balayes et toutes les choses qui prennent moins de 2 minutes, tu les fais tout de suite. Et ça peut enlever un énorme fardeau de ses épaules parce que on peut cocher plein de cases et avoir plein de gratifications immédiates qui aident à avancer. Et d'ailleurs, c'est la même chose quand on reçoit voilà, sa boîte mail, c'est comme une sorte de to-do list géante dans laquelle n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Et parfois, ça peut vraiment, si on n'a pas ce mindset de se dire, genre chaque chose qui me prend moins de 2 minutes, je le fais, ça peut très vite monter. Donc, voilà. Je l'applique aussi énormément, la règle des 2 minutes dans ma propre vie. Pas forcément par rapport à la to-do list, mais dès que j'ai un truc qui rentre, les fameux entrants, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui rentre, si ça me prend moins de 2 minutes, genre je le fais tout de suite, genre ne serait-ce que ranger le lave-vaisselle, aller mettre la poubelle dans le vide d'ordures. Parce que sinon, même si c'est des toutes petites tâches, on sait que ça prend pas du temps, le fait que ça s'accumule, je trouve que ça crée une espèce de charge mentale, mais ça te déprime en 3 secondes, quoi. Exactement, ce nuage noir de pensée qui revient, etc. Et puis en plus, de toute façon, même en termes de temps pur, je pense que c'est plus long d'écrire quelque chose, de relire 15 fois avant de le faire, puis de le faire, que de le faire immédiatement. Tu nous as déjà lâché, mais alors ça fait 5 minutes qu'on enregistre, tellement de punchlines et tellement d'astuces. Je sens que cette interview va être un peu comme ton bouquin, c'est-à-dire juste une boîte à outils. Merci pour ça. J'espère. J'adore, je te vois hausser les sourcils. Et c'est reparti. D'ailleurs, justement, pour reparler de la 25e heure, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce bouquin ? C'est quoi l'histoire derrière ? Alors, comme beaucoup, je trouve, de bonnes idées de business, ça naît autour d'une bière. Donc Amen à ça. On peut rajouter les shots de tequila dans ta liste. C'est clair. Et c'était un bar mexicain, donc pour te dire, tu as vraiment proche de la vérité. On était, on est 3 amis à la base, on se connaît très bien. Et c'est juste que on a cet intérêt prononcé pour tous ces petits outils et petites techniques qui peuvent te changer la vie en termes de productivité. Donc on s'est échangé. Il y a juste un moment donné où on s'est dit, franchement, c'est trop con, on sait plein de choses et on n'a jamais trouvé une ressource qui synthétise vraiment tout ça de manière intéressante, quoi. Alors qu'il y a un besoin énorme. Vous voyez, il y a plein de gens autour de nous qui étaient comme nous avant, c'est-à-dire vraiment ultra stressés au boulot, burn-out, etc. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tous les livres qu'on lisait. Alors, il y avait des choses, il y a bien sûr la semaine de 4 heures, des bouquins comme ça qui sont top, mais qui sont des bouquins américains. C'est pas la même approche, c'est-à-dire que des bouquins très bavards. En gros, ils prennent une idée, j'exagère un peu, mais ils te la ressassent pendant 200 pages. D'accord. Ce qui est bien, c'est bien, il y a plein d'exemples et tout, mais il y a un moment donné où il te manquait une petite boîte à outils. Et comme tu disais tout à l'heure, nous, c'est ce qu'on voulait faire. C'est un truc, une sorte de synthèse hyper condensée. Exhaustif, c'est plus une approche assez française d'analytique, analyse synthèse, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Mais c'est droit au but, j'aime bien. Exactement, voilà, on s'embête pas, oui, voilà, c'est une approche française, c'est pas américain. Et donc on s'est dit au début, on va faire peut-être au moins un e-book, quoi, qu'on va donner à nos amis, on va voir comment ça marche. Et en fait, donc on a écrit, on s'est réunis dans la maison de campagne des parents de Jérôme, un des co-auteurs du livre, et on a juste en un week-end écrit à 3 mains un premier jet sur Google Doc. Voilà, c'est ça le truc, vous avez écrit le truc, mais genre en 48 heures presque. Ouais, ça a été hyper vite. Enfin, en tout cas, on avait le plan, c'était clair, chacun fait sa partie. Mais après, cela dit, on l'a relu et là, on s'est dit, franchement, c'est bien, il y a de la matière, mais en vrai, on peut faire 1000 fois mieux. Et donc là, on s'est dit, on a plein de gens autour de nous qui savent plein. En gros, les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs, en général, ils ont un horizon de temps et d'argent très limité. Et du coup, pour eux, la productivité, c'est une question de vie ou de mort. En gros, j'exagère un peu. Pas de vie ou de mort pour leur boîte. Non, tu n'exagères pas. Je trouve ça vrai.
Donc, ouais, voilà. Franchement, ouais, malheureusement, si tu vas pas vite, au début, en tout cas, d'un projet, ça met en question la viabilité de ton entreprise. Donc, on a trouvé plein de ressources. On a vachement échangé avec plein d'entrepreneurs par mail, des cafés, des restos, etc. Et puis, on a itéré, quoi. On a itéré et puis, on a amélioré le livre petit à petit. Et puis après, on se dit, franchement, on va pas faire un e-book, c'est trop dommage. On va faire un livre. Donc, on s'est demandé comment on allait s'y prendre. Et là, on avait plusieurs options. Soit on va toquer à la porte des éditeurs, soit on l'édite nous-mêmes, on l'auto-édite. Et toquer à la porte des éditeurs, ça, en termes de productivité, on s'est dit que c'est pas bien, quoi. On va aller voir 50 éditeurs, ils vont tous nous dire non, ça nous prend énormément d'énergie. Parce que voilà, on n'était rien, personne, quoi. Donc, on s'est dit, on va l'auto-éditer. On sait faire du marketing, quoi. On sait le mettre en avant, on sait faire un site, on avait 2-3 idées pour lancer et le faire connaître au départ. Et donc, on l'a auto-édité. Et là, ouais, très vite, on a eu plein de retours hyper positifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en auto-édition, donc grand format, on a vendu du coup 30 000 livres. Et ça s'est pas arrêté là, puisque après, une fois que le livre a aussi bien marché au grand format, là, pour le coup, tous les éditeurs sont venus nous voir en disant « on veut l'éditer ». Et donc, nous, on a rencontré plein d'éditeurs. C'était intéressant, mais on n'avait pas trop... en gros, ils nous apportaient pas grand-chose, puisque le bouquin a été écrit, il se vendait. Ouais, c'était plus gagnant pour eux que pour vous, quoi. Ouais, donc on a dit, non, nous, alors après, si, il y a un peu le prestige d'être édité chez un grand éditeur, ça aurait été sympa, mais bon, on n'avait pas trop envie de ça. Par contre, un peu au hasard, on a rencontré quelqu'un chez Livre de Poche. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était le poche à l'époque, mais le poche, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième vie du livre. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'il fait 1 an grand format. Puis après, les bouquins qui marchent le mieux passent en poche. Et ce qui est bien, c'est que c'est que les livres sont beaucoup moins chers, donc c'est beaucoup plus démocratique. Plein de gens peuvent l'acheter. Nous, ça nous plaisait pas mal que ça soit dans ce sens-là. Et c'est distribué, parce qu'on n'était pas en librairie physique. Enfin, on utilisait distribué à la Fnac, mais il y avait quand même cette frustration de dire putain, on peut pas, on a envie de soutenir les petits libraires, quoi. Et ça nous gênait d'être que sur Amazon et la Fnac, clairement. Et donc depuis 6 mois, on est chez Livre de Poche, où il y a un super démarrage. Oh, génial. Et avec ce truc assez fou d'être aujourd'hui distribué dans toutes les librairies. Et aujourd'hui, moi, quand je me balade avec ma fille en librairie ou dans un relais, son petit jeu, c'est de dire papa, il y a ton livre. Donc c'est top d'avoir c'est top d'avoir ça. Et puis globalement, maintenant, on est vendu. Et la suite de l'histoire qui est hyper gratifiante, c'est que on a vendu les droits à l'étranger, au Royaume-Uni, Taïwan, Japon. Donc ils sont pas encore édités là-bas, mais en tout cas, on est hyper content d'avoir bientôt la 25e heure avec des caractères, des idéogrammes, quoi. Ça va être top. Et puis pas mal d'interventions d'entreprise parce qu'on est aussi pas mal sollicité. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du livre. C'est un peu long. Mais... C'est super belle aventure, puis j'ai l'impression qu'en plus, elle est même pas terminée, tu vois. C'est le truc on sent qu'il y a encore plein de choses qui bougent. Exactement. Nous, là où on sent, ce qui est hyper intéressant, toi aussi, c'est un peu, du coup, ce que tu fais, ton activité. Mais nous, en termes de demande des entreprises, c'est assez dingue. Parce que, en fait, c'est un problème universel. Les entreprises, le problème numéro 1, surtout chez ce qu'on appelle les millennials, les jeunes, c'est que je crois que le chiffre, c'est pour 91% des gens, bien sûr, l'équilibre vie pro, vie perso est important, mais je crois qu'il y a seulement 7% des gens qui sont satisfaits de leur vie pro, vie perso. Donc, c'est le drame. C'est comme le manque de vitamine D, c'est le sport mondial. Ouais, là, le manque de mais oui, c'est exactement. Ouais, c'est exactement. C'est les mal de dos aussi. Non, en gros, manque de temps et donc ils n'ont pas de solution. En tout cas, nous, ce qu'on fait aujourd'hui chez les entreprises, c'est qu'au moins on essaie de mettre une étincelle. On fait des interventions, on dit il y a une façon différente de travailler qui est possible. Et on essaie de les secouer un peu. C'est une très belle mission. Et comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment besoin de partout. Puis pour beaucoup écouter mon audience, mes coachés par rapport à ça, il y a une vraie envie en fait d'être organisé, d'être productif, mais le truc c'est qu'on ne sait pas comment faire en fait. On ne sait pas par où commencer. Il manque un espèce de process. Ouais, exactement. Ouais, il manque un étape par étape, quoi. Et par quoi je commence en effet. C'est ça. C'est quoi le premier step, quoi. Je suis prêt à faire le boulot, mais dis-moi c'est quoi le premier step.
Et du coup, petite question rétrospective. Donc, de tous les conseils que vous avez récoltés dans la 25e heure, donc il y en a un tas. Toi, personnellement, ce sont lesquels, les 3, on va dire, qui t'ont le plus impacté, que tu continues d'appliquer aujourd'hui, etc. Alors, bon, je vais essayer de pas faire trop long parce que je pourrais en parler pendant des heures. En tout cas, celui qui est le plus remonté, ce qui m'a un peu surpris, on s'y attendait pas, hein, c'est un bouquin, c'est un conseil. Bon, c'est pas un conseil nouveau, c'est un conseil qui vient justement d'un autre bouquin qui s'appelle Getting Things Done, mais que beaucoup de gens appliquent et que moi j'applique aussi encore plus maintenant que j'ai entendu que les entrepreneurs les plus efficaces appliquent. C'est la règle des 3 tâches. Donc la règle des 3 tâches, c'est à chaque début de journée, je me dis, OK, c'est quoi les 3 trucs que je dois faire qui feront qu'à la fin de ma journée, je serai satisfait. Et quoi qu'il arrive, je m'engage à les faire. Une fois qu'on a identifié ces 3 tâches, il ne faut pas juste se dire, les voilà, il faut les time-boxer. Donc, s'allouer un moment dans sa journée, une sorte de rendez-vous avec soi-même, réunion avec soi-même pour les faire. Donc, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ça se décline sur la journée, mais ça se décline aussi sur la semaine, sur le mois. Et voilà, c'est quoi les 3 choses vraiment importantes. Et faire ça, ça permet tout simplement de prioriser l'important par rapport à l'urgent, quoi. Parce que sinon, on est toujours dans une sorte de run. On va juste répondre à ces emails et disons qu'on va faire ce qui est important pour les autres, mais pas ce qui est important pour soi. Donc, voilà, règle des 3 tâches. Première chose. Deuxième chose qui est revenue le plus souvent et qui est capitale, c'est le pouvoir du non. C'est-à-dire, en gros, il y a plein par exemple, la boîte mail, c'est une sorte de to-do list géante dans laquelle n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Donc ensuite, quels sont nos objectifs pour pouvoir dire oui ou non en fonction de ce qui arrive. Et en général, c'est ça, les gens ils disent non parce qu'ils connaissent, ils disent toujours oui parce qu'ils connaissent pas leurs objectifs. Donc oui, je viendrai avec toi, j'irai avec toi à cette réunion, pas de problème. Je vais faire ça pour toi, je vais faire ce projet, ça. Et il y a aussi le problème que les gens disent beaucoup oui parce qu'ils ont peur de vexer leur interlocuteur. Enfin, c'est une barrière humaine en se disant mince, je peux pas dire non quand même, il va mal le prendre. Il y a beaucoup de mindset, je trouve, dans la productivité et l'organisation. Oui, ça commence par là, c'est hyper humain. Hein. Mais une fois qu'on a commencé à prendre, moi ce que je dis, il faut mieux prendre un non, dire un non bien expliqué qui prend 2 minutes, plutôt qu'un oui moyen sur lequel on va être pas très engagé, ça nous prend une demi-journée, on va pas être motivé, ça va pas être bien. Amen à ça. Ouais. Et ça prend, franchement, c'est génial. Et franchement, c'est hyper gratifiant même pour la personne qui reçoit un beau non. Franchement, c'est bien parce que au moins on donne nos priorités clairement et il y a plein de façons de le dire bien. Et moi, jamais personne m'a dit, en tout cas tout haut, qu'elle avait mal pris ma réponse, quoi. Genre, j'essaie d'être tout à fait transparent. Et même quand on me dit, par exemple, quand on me demande même des choses en voulant que mon équipe de Loom participe, je dis non parce que je respecte aussi moi leur équilibre vie pro vie perso. J'ai pas envie de leur imposer ça, quoi. Franchement, pour moi, c'est plus important que ce que vous me demandez. Donc voilà. Donc le pouvoir du non. Ça, c'est la deuxième chose que j'applique le plus. Et puis, pour le troisième, je vais dire un truc plus simple, plus rapide. Prendre son téléphone, aller dans le réglage et désactiver toutes les notifications sans exception. Je pense qu'il n'y a rien qui peut plus polluer sa journée qu'avoir son téléphone qui vibre tout le temps, où on va tout le temps les regarder. Et il y a une règle qui s'appelle la loi de Carlson, un chercheur suédois, qui dit, et c'est hyper contre-intuitif, mais c'est toujours plus long de faire A et B en même temps que de faire A puis B. Mais je répète, c'est toujours plus long de faire A et B en même temps que A puis B. Et donc, dire ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent en réunion avec leur ordi sur un truc, ils croient être productifs, mais c'est le contraire. Je veux dire, il faut mieux, si on veut pas être réunion, il faut mieux dire non à cette réunion, mais si on y est, il faut juste s'y mettre avec toute son énergie et toute son écoute. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà, désactiver. Donc, prenez 1 minute, tous les auditeurs et auditrices, et puis désactiver les notifs. On est d'accord, toi et moi, pour dire que le multitasking, ça n'existe pas en réalité. Non, c'est un leurre. Ça donne une illusion de productivité, une illusion de faire plein de choses. Mais en fait, c'est hyper frustrant mentalement parce qu'en fait, on fait rien, on n'accomplit rien, quoi. Puis c'est épuisant parce que ton cerveau, il saute de micro-tâche en micro-tâche et pour moi, c'est une perte de temps et justement, c'est contre-productif de faire ça. C'est comme une sorte de zapping, quoi. On n'est pas bien. Je suis trop contente, j'ai le syndrome de la bonne élève, mais je me dis, j'applique tout ce qu'il dit. Non, mais bien sûr. Après, c'est franchement, j'imagine, toi, si tu travailles depuis longtemps dessus, il y a plein de choses que tu appliques et c'est top. Après, mais j'imagine qu'il y a plein de choses que tu n'appliques pas, parce que moi non plus, parce que ça prend
Parce que oui, et puis après, tout n'est pas adapté aussi à son expérience personnelle. Oui, c'est vrai. Après, il faut voir justement ce qui nous correspond à nous, à notre personnalité, à notre business, et puis laisser le reste. Et c'est pour ça que j'adore votre bouquin, c'est que vraiment tu peux piocher dedans ce que tu as envie et ce que tu Ouais, n'as pas voilà, envie. tu pioches. Ouais, tu prends des notes exactement comme tu as dit, et puis voilà. Tout à fait. Du coup, dans notre audience d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu débordés. Il y a beaucoup de parents qui ont un business, qui ont parfois 2 projets en même temps, qui ont parfois un salarié en même temps, et qui se sentent très stressés et un petit peu écrasés devant la montagne de choses à faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah pour parler, oui, aux parents, moi je trouve ça assez intéressant. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous écrivent spontanément, qui ont eu la 25e heure et qui disent, moi je suis parent et je suis débordé, je m'en sors pas. Ce qui est mon cas, et donc je peux en parler. Alors bien sûr, il y a des jours sans, et des jours qui seront, quoi qu'il arrive, on sera débordé. Cela étant dit, je parlais d'une autre loi, qui s'appelle la loi de Parkinson, hein, et cette loi, elle dit que le travail s'étale jusqu'à occuper tout le temps qui lui est disponible, qui lui est alloué. Et donc, en gros, si on sait qu'on a des longues journées, qu'on va finir à 20h, 21h, le week-end, de toute façon, on va glander. On va aller sur Facebook, on va passer trop de temps sur une présentation, etc. Être parent, l'avantage, c'est que c'est un peu une sorte de loi de Parkinson inversée. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a une contrainte agréable, certes, en général, s'occuper de ses enfants, qui oblige, de toute façon, à condenser son travail. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est même prouvé scientifiquement. Il y a une étude sur 10 000 personnes qui a été menée sur la productivité au travail. Hein. C'était des chercheurs, ont compté leur nombre de publications et qui a montré que, du coup, en général, en moyenne, les parents publiaient autant que les non-parents. Donc, il y avait la même productivité. Il n'y avait pas la même productivité. Non, les parents étaient du coup plus productifs parce qu'il y avait moins d'heures disponibles pour accomplir leur travail. Et chose plus intéressante, encore, je trouvais, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les mères et les pères, ce qui est souvent un peu un blocage. Hein, quand on est employeur, on se dit mince, une maman, je ne vais pas la prendre parce qu'elle elle veut s'occuper de ses enfants, elle ne va rien faire. Et donc, ça montre, que c'est une contrainte hyper positive et ça oblige en tout cas à travailler plus vite. Cela étant dit, une fois que tu t'es dit ça, en tout cas, c'est plus une question là encore d'état d'esprit en disant, non, franchement, c'est... l'entreprise Loom marche très bien. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de travailler des longues heures. Il faudrait juste de façon intense dans le temps qui nous est dédié. Et dans ce temps-là, appliquer toutes les méthodes dont on parlait avant. Donc en fait, c'est plus une question de connaître exactement le temps qu'on a à allouer à notre projet, de prioriser ce qui a besoin d'être fait, quitte à appliquer la règle des 3 tâches, puis de faire un trait sur le reste, quoi. Voilà. Et typiquement, franchement, quand tu vas chercher tes enfants à 16h, 16h30, par exemple, c'est clair que naturellement, tu vas pas prévoir 3 réunions par jour. Hein. Tu le sais, tu vas en prévoir max une. Puis pour parler des réunions, qui est un autre gros sujet, c'est clair qu'il y a énormément de réunions qui sont inutiles et les gens y vont juste parce qu'ils se disent, je suis invité donc j'y vais. Mais c'est pas parce que tu es invité à une réunion que tu dois y aller. Hein. Tu as tout à fait le droit de dire non. Et la question à se poser, c'est OK, est-ce que si j'étais malade, est-ce que la réunion elle aurait lieu quand même? Et donc dans ce cas-là, il faut juste pas y aller, juste demander à recevoir, je sais pas, la synthèse ou les prochaines étapes suite à la réunion. Il faut vraiment, la réunion c'est clairement une énorme perte de temps. Il y a plein de, on pourra en parler longtemps, mais il y a plein de techniques. Ouais, c'est un poison, mais c'est nous dans les interventions qu'on fait en entreprise, c'est un énorme sujet qui revient. Ouais, une des règles aussi qu'on se donne, c'est en général, si la réunion peut tenir en 30 minutes, la plupart des réunions, elles tiennent en 30 minutes, mais on met juste par défaut 1 heure parce qu'on se dit, c'est comme ça et c'est juste un bloc dans mon agenda. Mais en fait, il suffit de paramétrer dans son agenda les réunions sur une demi-heure et puis on gagne une demi-heure de facto. Il n'y avait pas un truc, je sais pas si c'était dans votre bouquin que j'ai lu ça ou autre part, sur la règle de la pizza là, pour la réunion des 30 minutes. Ouais, oui, tout à fait. Règle de pizza. Alors ça, c'est pas la nôtre, c'est celle de Jeff Bezos qui dit, règle des 2 pizzas, c'est-à-dire que 2 pizzas doivent suffire à nourrir tous les participants d'une réunion. Autrement dit, jamais plus de 6 personnes, parce que c'est les États-Unis. Si tu manges un tiers de pizza. Donc, pas plus de 6 personnes. Et franchement, ça ne sert à rien, c'est inutile, il y a trop de gens, c'est trop de dilution d'énergie, quoi. Et on n'arrive pas à prendre des décisions. En réalité, 6, c'est déjà vraiment beaucoup. Et je pense qu'on peut très bien transposer ça à l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Quand vous avez une opportunité qui se présente à vous, surtout quand on est dans une phase de croissance de business où il y a des opportunités qui commencent, une question que j'aime beaucoup me poser, c'est genre, est-ce que ça va servir mes objectifs futurs? Parce que c'est toujours sympa. Et si la réponse est non, je dis non, je refuse, gentiment évidemment, mais
Parce que pareil, c'est un trou de lapin dans lequel il va falloir s'investir, préparer, passer du temps pour pas grand-chose. Ouais, exactement. Il faut vraiment faire l'exercice qui prend un peu de temps. Ouais, chaque semaine ou chaque mois, faire le point sur où est-ce que je veux aller, quoi. Parce qu'il y a deux avantages, hein. Il y a l'avantage de dire non à ce qui nous convient pas. Et surtout, il y a l'avantage de, en revanche, beaucoup plus facilement identifier les opportunités positives. C'est-à-dire que sinon, on pourrait laisser passer un mail, un truc. Et en fait, si on sait vraiment ce qu'on va voir, on va rebondir plus facilement, saisir les bonnes opportunités pour avancer dans le sens où on veut aller. C'est comme, je sais pas, si tu veux, je sais pas, louer un appartement. Tu sais que tu veux vraiment louer un appartement avant la fin du mois. Et ben bizarrement, tu vas avoir l'impression que tout le monde ne parle que de plan d'appart. Mais c'est juste parce qu'en fait, tu es orienté là-dessus. Donc, tu sais saisir les bonnes opportunités. Voilà. Tu crois un petit peu à la loi de l'attraction, toi, ou pas du tout? Qu'est-ce que tu appelles la loi de l'attraction? Je ne connais pas. Ça tient un petit peu à ce qu'on est en train de commencer à toucher du doigt, mais le fait que quand tu sais ce que tu veux et que tu y penses très fort et que tu es concentré là-dessus, bah déjà ton cerveau va détecter des opportunités que tu n'aurais pas avant. Mais en plus, le fait de dire non à certaines choses, ça va, comme par magie, il y a des super opportunités qui correspondent pile poil à ce que tu veux qui arrivent. Exactement. Oui, tu mets des mots, enfin, un terme sur le sens un peu de ce que je disais plus juste avant, hein. Mais c'est exactement ça, ouais. Et c'est comme, c'est un peu la même chose que quand tu écris tes objectifs sur une liste, sur un papier, bah, ça t'engage en fait aussi. Donc il y a plein de choses qui font en effet que cette loi de l'attraction, qu'il faut définir bien ses objectifs. On est bien d'accord. Enfin, de toute façon, après, moi, je ne crois pas à la loi d'attraction en mode spirituel, coucou, on va danser avec du jambon et des plumes, tu vois. Mais juste le fait de savoir dire non, savoir trier ses priorités pour être en capacité d'accueillir les opportunités quand elles seront là, quoi. Ouais, non, mais exactement. T'es prêt à parler un peu de Loom? J'ai trop envie d'échanger là-dessus. Ouais, carrément. Bah oui, c'est ça quand même qui occupe 90% de mon temps. Ce qui est intéressant, je pense, sur Loom, enfin, je sais pas si c'est le sens de ta question, mais c'est comment on organise notre travail, quoi. Bah, tu peux peut-être nous représenter un peu cette marque et tout, parce que déjà, je trouve la démarche super intéressante. Ouais, la démarche. Alors, Loom, aujourd'hui, c'est un objectif. Enfin, en gros, on est une marque de vêtements durables dans les deux sens du terme. Et donc, durable dans le sens des vêtements qui durent longtemps et durable dans le sens qui préserve l'environnement. Et en fait, pour nous, pourquoi? En fait, en gros, la démarche, c'est quel est le problème aujourd'hui, quel est le problème aujourd'hui de manière générale sur l'environnement et l'industrie textile. Et c'est un problème qu'on dit souvent, on va dire, le problème, c'est que, je sais pas quoi, il y a pas assez de recyclés ou il y a trop de, je sais pas, ou en tout cas, il y a pas assez de bio. Oui, c'est des problèmes. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a une surproduction énorme de vêtements aujourd'hui. Donc, or, le problème, c'est que produire, c'est polluer. Quoi que tu fasses, même si tu fais du bio, produire, c'est polluer. Ça génère des gaz à effet de serre, c'est toxique. Donc, l'idée, c'est d'essayer de résoudre ce problème et de se dire, pour le résoudre, nous, on a deux grands piliers. C'est faire des vêtements de très bonne qualité qu'on va garder longtemps parce qu'on les améliore génération après génération, parce qu'on les teste beaucoup en laboratoire. Je sais pas, par exemple, je prends un pull, nous on va tester les pulls au boulochage pour être sûr que nos pulls ils boulochent pas après 3 lavages, et ce qui est pas évident, mais en fait que pas grand monde le fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est combattre ce qu'on va appeler l'obsolescence programmée du désir, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'elles font les marques, c'est qu'elles renouvellent leur collection hyper souvent, jusqu'à tous les 15 jours. C'est clair. Pour te faire acheter toujours plus. Elles vont créer du désir avec des publicités, des promotions, des soldes, nous, ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Donc nous, on lutte aussi contre ça. Donc on n'a pas de collection, on a juste des générations, donc des vêtements qu'on améliore petit à petit. On fait jamais de soldes, jamais de promo, pas de dark pattern sur le site, on ne dira jamais... l'objectif, c'est vraiment que les gens n'achètent pas s'ils n'ont pas besoin. Donc ça, c'est un peu la démarche globale de Loom, qui est une démarche vraiment militante sur ce sujet-là. On prend énormément la parole. On a un blog qui est assez suivi aujourd'hui, qui s'appelle La mode de l'envers. On mettra les liens dans la description. Chez Tandy, en fait, c'est un impact assez direct avec le sujet d'avant, la productivité. Parce que il se trouve qu'aujourd'hui, les gens dans le monde de l'entrepreneuriat travaillent quand même énormément. Il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de gens débordés. Pourquoi ?
parce que il y a une exigence aujourd'hui, à la fois de la part de fonds d'investissement et de la part même des fondateurs ou fondatrices qui ont vraiment une sorte de volonté de croissance à tout prix. C'est la valeur de la société aujourd'hui, et qui fait que on s'impose un rythme de travail qui est en vérité hyper intense, parce que voilà, on veut faire x2 tous les ans juste parce qu'on veut faire. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on lit, c'est le discours des médias, on nous parle des champions de la croissance, voilà. Sans remettre en question forcément l'utilité de tout ça et surtout les conséquences négatives de tout ça. Donc, à la fois, bien sûr, sur l'environnement, mais également tout sur nos modes de vie. Et donc, nous, Loom, ce qu'on a fait dès le départ, c'est dire, nous, notre objectif, ça sera jamais la croissance à tout prix. On veut juste faire des bons produits. Si elle a la croissance, elle viendra après, mais en tout cas, on n'a pas la croissance pour objectif. Donc, à la fois, nous, en termes de valeur, on a ça voilà, avec Julia, mon associé, c'était hyper important d'avoir ces valeurs-là dans l'entreprise. Et deuxièmement, sur notre financement, on a refusé d'avoir des fonds d'investissement classiques parce qu'on savait, avec toute une série, c'est un peu complexe, mais sur une clause qui peuvent faire. Il y avait une obligation de rendement, de productivité derrière. De rendement, exactement. Et donc ça, on n'en voulait absolument pas. Et donc on a choisi de lever auprès de nos clients en leur annonçant la couleur dès le départ, en disant, on avait besoin d'argent, mais alors dit voilà, vous aurez des dividendes ad vitam. C'est votre plan épargne retraite. Donc n'attendez pas un rendement financier ultra rapide et tout. C'est pas le sujet. Ça n'a pas de sens de demander ça aujourd'hui. C'est juste qu'on est mal habitué. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, le rythme de travail de Loom, naturellement, il est forcément beaucoup plus cool que. Enfin, nous, on se considère pas comme une start-up, mais que dans plein de jeunes entreprises, parce qu'on s'impose pas ce rythme de croissance fou, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a autre chose plus sur nous ensuite, ce qu'on appelle nos principes de travail. On réfléchit beaucoup aussi à comment on doit travailler au quotidien. Donc on a une quinzaine de principes de travail, mais il y en a plusieurs qui sont sur ce jeu de la productivité. Il y a, nous clairement, on a le dire non qui est un de nos principes de travail centraux, donc dire non à son boss. Voilà, dire non à moi ou à Julien, mon associé, c'est totalement OK parce qu'on dit que franchement, si quelqu'un dit non, Guillaume, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes pour telle et telle raison parce que sinon je dois déprioriser tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore, c'est la meilleure réponse qu'on peut me donner. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs où c'est le cas d'ailleurs. De plus en plus, ouais. C'est top de pouvoir. Franchement, il y a plein de managers qui accepteraient. Juste, on n'ose pas leur dire non, mais en réalité, ils seraient hyper contents et je pense qu'ils valoriseraient les gens qui leur demandent ça. Et deuxième principe de travail, je pense, qui peut être intéressant aussi à partager, c'est nous, on dit qu'on laisse la créativité aux humains et la rigueur aux machines. Aujourd'hui, sur des entreprises sur des secteurs comme le e-commerce, c'est des entreprises qui sont construits autour de process, de logistique, de production, de services après-vente, etc. Et en fait, il y a énormément de choses qui peuvent être totalement automatisées. Et aujourd'hui, il y a tous les outils pour le faire. Donc, moi, je vois des marques de mode à peu près de notre taille qui ont plusieurs personnes en service après-vente. Mais nous, ça nous prend 1 heure par jour pour une personne, quoi. Parce que tout ce qui est logistique, tout est automatisé, tout ce qui est process de retour, d'échange, c'est automatisé. Parce que voilà, il y a plein de choses et nous, parce que c'est sans valeur ajoutée pour le client, voire pire, ça dégrade sa valeur ajoutée parce que du coup, il n'y a rien qui est immédiat. Donc voilà, donc nous on a automatisé, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire plein de choses là-dessus et donc nous on investit du temps là-dessus. Mais je trouve ça magnifique parce qu'on sent, déjà il y a les valeurs qui sont magnifiques, mais on sent que tu as une espèce de minimalisme dans ta productivité, ta manière de travailler, que tu as transposé dans Loom, même sur les vêtements, parce que les vêtements sont magnifiques, mais c'est des intemporels, quoi. On va pas se retrouver avec genre des motifs complètement déconnants qui vont être à la mode 2 mois et après obsolètes ou quoi. Et on retrouve ça aussi dans ton management d'équipe. Donc en fait, c'est très cohérent. Ouais, en effet, tout part de nos besoins, quoi. Aussi, c'est que minimalisme, oui, parce que nous, il y a cette valeur de sobriété qui nous définit beaucoup, et je pense qu'il est hyper important. C'est-à-dire, dans tous les secteurs économiques, on a plus défendu des valeurs d'abondance, mais qui sont en fait, malheureusement, c'est un peu une illusion, et je pense qu'en fait, on est tous plus heureux dans la sobriété, quoi. Et donc, il faut juste repenser nos besoins, quoi. Sur Loom, clairement, on a plafonné nos salaires. Parce je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, on plafonne nos salaires. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on se dit qu'on gagnera jamais plus de 5 fois le SMIC. Ce qui est déjà beaucoup pour plein de gens. Mais en tout cas, ça va pas nous mettre, du coup, naturellement, ça va pas nous mettre dans une sorte d'état d'esprit. On va vouloir avoir toujours plus. Parce que quelque part, financièrement, ça ne sert à rien. En revanche, ce qu'on va faire, plus en termes d'état d'esprit, c'est qu'on va se dire,
en fait, plus comment je vais plutôt chercher à être heureux par plein d'autres moyens que le moyen de l'argent, quoi. Donc, ouais, c'est hyper important et c'est des valeurs qu'on essaie de porter parce qu'elles ne sont pas encore assez partagées aujourd'hui. Je suis d'accord, mais c'est très beau. J'ai une question, je vais mettre les pieds dans le plat. Mais tout à l'heure, tu me parlais du fait que vous avez refusé d'avoir des financeurs classiques pour pas être pris dans une roue de hamster, de rendement, etc. Est-ce que le fait de ne pas avoir voulu entrer dans ce système-là fait que c'est... Je vais caricaturer, mais c'est galère pour vous aujourd'hui d'être rentable, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas du tout nuit à ce rendement? Il y aurait deux choses. Il y a donc la rentabilité et le chiffre d'affaires. C'est sûr que si aujourd'hui on avait levé, je sais pas, 10 millions d'euros, on aurait beaucoup plus de chiffre d'affaires aujourd'hui parce que, je sais pas, moi, on ferait de la pub, on aurait recruté à l'appel, etc. Donc oui, un chiffre d'affaires, c'est sûr qu'on en fait moins, mais enfin, nous, on s'en fout. C'est pas grave. Ça vous empêche pas de vivre, quoi. Ça ne empêche pas de vivre. Au contraire, nous, on préfère. Enfin, nous, on pense qu'on est plus heureux et plus épanoui dans une petite entreprise que dans une grosse entreprise qui peut être plein de problèmes de taille. Souvent, on pense aux économies d'échelle, on ne pense pas aux déséconomies d'échelle. Et c'est hyper important, ça. C'est que dans une grosse entreprise, il y a des process, de la politique, plein de problèmes de communication qui font que, en général, moi, de ce que j'ai vu, les gens sont moins épanouis dans les grosses structures que les petites structures. Donc, nous, clairement, du coup, faire un petit chiffre d'affaires, entre guillemets, nous, on le voit ça comme un avantage pour nous. Pour les clients aussi, c'est pareil. Nous, on préfère avoir un écosystème de plein de petites entreprises que juste quelques grosses entreprises qui possèdent tout le marché. Voilà, une forêt, ce qui fait arracher d'une forêt, c'est la multitude des diversités des espèces qui la composent. C'est pas genre un arbre qui a mangé tous les autres. Et je pense que dans le monde économique, c'est un peu pareil. Donc voilà, c'est pour la partie chiffre d'affaires. Et pour la partie rentabilité, non, au contraire. Là-dessus, au contraire, si tu regardes les boîtes aujourd'hui, nous dans nos secteurs, il y a un terme qu'on entend souvent, qu'on commence à entendre, ça s'appelle DNVB, c'est-à-dire Digital Native Vertical Brand. C'est un mot maintenant lui-même dans les grands médias généralistes, donc ça commence à être vraiment grand public. C'est toutes les marques de e-commerce qui sont créées sur un modèle vertical. En gros, un peu comme nous. En gros, je sais pas, Casper, c'est la marque américaine qui fait des matelas, Warby Parker qui fait des lunettes, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, il y a toutes ces boîtes qui sont en train de se cracher. Pourquoi ? Parce qu'elles ont levé tellement d'argent, elles avaient tellement d'exigences de croissance qu'elles se retrouvaient dans une sorte d'investissement publicitaire à outrance où elles avaient des coûts d'acquisition monstrueux. Et en fait, elles n'étaient pas rentables. Parce que pour grossir vite, il faut investir beaucoup en pub et au bout d'un moment, tu n'as plus d'argent. Or, nous, on a levé peu. On a levé quand même 700 000 euros pour nos clients, ce qui est déjà pas négligeable. Mais c'est pas délirant. Et nous, on a investi 0 € dans la publicité. Rien que ça, voilà. Donc, c'est juste que c'est du bouche-oreille. Donc, c'est quand même plus sain, globalement. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et en fait, du coup, tu vas appuyer mon prochain point. Et merci d'avoir été transparent, mais c'est ce sur quoi j'allais te chercher. C'est que faire moins, ça ne veut pas forcément dire être moins productif ou moins performant, tu vois. C'est pas parce qu'on fait moins qu'on a moins de résultats. Non, mais pas du tout. Ouais. Au contraire. Moins mais mieux, quoi, comme on dit chez le. Et des fois, ouais, comment on dit, le moins le plus, je sais plus comment on dit, mais c'est un truc du genre, quoi. Oui, il y a plusieurs citations comme ça, je les oublie aussi souvent, mais elles sont intéressantes. Mais l'idée est là. On vous invite. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi pour clôturer un petit peu cet échange. Et encore une fois, merci pour ta générosité. Est-ce que tu as la sensation aujourd'hui, toi, d'être arrivé à un bel équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que tu te sens épanoui? Franchement, je me suis jamais senti aussi épanoui. En tout cas, ce qui est hyper cool. J'ai 36 ans, donc petit à petit, je pense que petit à petit, j'ai travaillé sur moi pour arriver à quelque chose qui me convienne très bien. Franchement, il y a plein de choses sur lesquelles je pense qu'on peut encore évoluer. Ouais, mais aujourd'hui, je pense que Loom, on est arrivé à vraiment un point d'équilibre hyper intéressant parce qu'on est revenu aux fondamentaux et on sait qu'on n'a pas besoin de faire toujours plus, quoi. Ça va être notre mot de la fin, on n'a pas besoin de faire toujours plus. J'ai trop hâte que vous sortiez la collection féminine sur Loom. Ouais, à la fin, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura des produits, normalement. Je pense que je serai une des premières à passer commande parce que j'ai trop kiffé, je kiffe la démarche. J'adore le fait que, tu vois, vous vendiez pas des t-shirts à 55 €, tu vois. Non, mais là-dessus, je te rejoins complètement. Et on est d'autant plus content de faire le vestiaire femme qu'aujourd'hui, cette démarche de faire de la qualité, ce qui est assez dingue, c'est qu'elle existe sur pas mal de marques masculines. Sur les marques féminines, elle n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de marques qui s'engagent là-dessus, quoi. Comme si on considérait que les femmes sont là pour toujours renouveler leur collection, et sans faire attention à la qualité. Et c'est hyper dommage. Donc, on a hâte de faire des produits pour elles. Moi, j'ai trop hâte de voir ça.
Super, merci énormément Guillaume pour encore une fois toute la valeur que tu as balancée, les astuces, tes partages sans filtre. C'était Non, pure avec valeur. plaisir. Merci à toi, puis à bientôt. Merci à toi, à bientôt, salut. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu autant que moi j'ai pris de plaisir à l'enregistrer avec Guillaume. Et vous savez, ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est que certes, il y a des petites astuces de productivité à appliquer au quotidien. On vous a parlé de couper les notifications sur le téléphone, de pratiquer la boîte mail, ce qu'on appelle la zéro inbox, c'est-à-dire une boîte mail qu'on vide au fur et à mesure de la journée, d'apprendre à dire non, de supprimer les réunions intempestives. Bref, on vous a partagé plein de choses. Mais vraiment, la leçon que je retiens, c'est ce que j'ai senti aussi chez Guillaume, c'est vraiment de se dire moins mais mieux. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes, on n'est pas obligé d'en faire des caisses en termes d'efforts, en termes de nombre d'heures travaillées pour faire bien et pour arriver à avoir de beaux résultats. Donc ça, c'est vraiment ma petite révolution dans cet épisode et j'aimerais vraiment que vous puissiez repartir avec ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note. Ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître. Et du coup, après, je peux approcher des personnes comme Guillaume et aller lui dire « Viens sur mon podcast, s'il te plaît, partager ton expertise avec tous les auditeurs. » Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et à tous, je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, matinée, où que vous soyez. Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye!